L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Mardi de la Santé de l'UNIM en direct des studios de Clinique Médico-Sport. Alors toujours dans l'objectif de mettre en avant des phénomènes de marché qui bousculent la profession et tirent les kinés vers le haut. Alors notre volonté est toujours de vous accompagner dans le décryptage des enjeux pour mieux vous positionner, saisir les opportunités. Lors de précédentes émissions, nous nous sommes intéressés avec nos invités aux kinés entrepreneurs, à leurs appétences et leurs envies à travers la question de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'émergence des thérapeutes pilotes, c'est-à-dire de professionnels de santé, comme vous, qui, à un moment, ont voulu changer les choses, apporter leur pierre à l'édifice, développer un concept nouveau au service de la profession. Un thème, une tendance, donc déjà abordée à travers des initiatives que nous avions choisi de mettre en lumière. Et dans cette émission, nous souhaitons décortiquer davantage ce processus de création et la façon dont ceux qui s'en emparent entraînent des confrères et d'autres professionnels dans leur sillage. Alors, initiative individuelle et émulation collective, on vous en parle dans quelques instants avec nos invités que je vous présente. Alors, avec nous à distance, Franca Saban, bonjour, donc masseur kinésithérapeute, président de la société Virtualis. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Donc on parlera un petit peu plus tard de réalité virtuelle. Julien Alexandre, avec nous également depuis la région grenobloise. Vous êtes masseur kinésithérapeute et créateur du concept PhysioStretch. Bonsoir. À ma droite, Paul Marguin, masseur kinésithérapeute dans un cabinet de la région lyonnaise. C'est ça, bonsoir. Et à ma gauche, Gilles Rousset, donc, qui est docteur en sciences du sport au sein de la cellule scientifique Clinique Médico-Sport. Bonsoir. Alors, juste petit mémo, donc nous nous retrouvons tous les 15 jours en direct des studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et donc parler de nouveaux phénomènes de marché. Ces mardis se veulent être des rencontres interactives en live, donc au cours desquelles vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat dédié sur la partie droite de votre écran et nous nous ferons un plaisir de répondre à la suite de cette émission. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos 4 intervenants à toutes les questions que vous vous posez, nous accueillons Aude Penel, qui représente notre partenaire UNIM sur le plateau. Alors, pour ceux qui par hasard ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé, en particulier des kinés, ce qui nous intéresse ici? Bonjour Nathalie. Alors l'UNIM est une association confraternelle dont la particularité est d'avoir un conseil d'administration qui est composé exclusivement de professionnels de la santé, comme vous finalement. Cette association et ce conseil d'administration se sont interrogés sur les risques inhérents à votre activité professionnelle, pour vous, votre famille ou vos proches, et à négocier des prestations, en tout cas des solutions d'assurance qui vous sont spécifiquement dédiées. Alors peut-être un petit cas pratique, juste pour illustrer le propos. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait prendre le cas d'un kiné qui a été prévoyant, par exemple, et qui a souscrit un contrat de prévoyance auprès de notre association UNIM. On va, en cas d'arrêt de travail, pouvoir proposer bien évidemment des indemnités journalières qui vont lui permettre de maintenir son niveau de vie et de faire face à ses frais professionnels. En cas
d'invalidité partielle, c'est-à-dire qu'il serait toujours en mesure d'exercer sa profession de kinésithérapeute tout en étant limité dans sa capacité d'exercer. On va pouvoir verser des rentes invalidité qui vont lui permettre de compléter son revenu d'activité. Et puis si l'invalidité était plus importante, on verserait des rentes d'invalidité qui permettraient de complètement remplacer ce revenu qu'il ne pourrait pas percevoir. Le cas le plus extrême, j'ai envie de dire, c'est le cas du décès, malheureusement. Et donc, dans ces cas-là, on verserait un capital, soit à ses associés, s'ils travaillaient dans le cadre, par exemple, d'une SCM, mais également des rentes conjointes pour maintenir le niveau de vie de son conjoint en cas de disparition prématurée, ou une rente éducation qui permettrait, par exemple, de pouvoir financer des études à hauteur de ce qui aurait été possible, j'ai envie de dire, si le kinésithérapeute était toujours membre à part entière de la famille. Voilà. Alors, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-on parler ce soir? Alors ce soir, on vous propose un court atelier interactif qui va vous permettre de découvrir les contours de la loi de finances 2021 et en tout cas de ses impacts sur votre protection sociale. En effet, il y a eu certaines modifications qui vont directement impacter, on va dire, votre façon d'être couvert par les régimes obligatoires. Donc on vous en dit plus à la fin de cette émission. Merci beaucoup Aude. Alors, avant de laisser la parole à nos 4 intervenants, donc on rappelle brièvement les objectifs de cette émission, l'émergence des thérapeutes pilotes. Alors, on parle beaucoup, surtout ici, de l'évolution de la profession de kiné. Le premier objectif ici sera d'analyser si au-delà de la façon dont influe le cadre législatif, donc de l'extérieur, cette évolution ne viendrait-elle pas plutôt ou aussi de l'intérieur, avec de nouvelles inspirations des kinés qui finalement souhaitent devenir acteurs dans le développement des technologies, dans la conception de protocoles de prise en charge ou encore le transfert de savoir-faire. Notre deuxième objectif sera d'interpeller les thérapeutes à travers quelques exemples de confrères, consoeurs qui se sont jetés à l'eau, nous en avons quelques-uns ici, et faire en sorte que certains se découvrent une vocation peut-être de pilote, on met des guillemets, ou puissent prendre pour modèle ces thérapeutes acteurs qui tirent la profession vers le haut. Alors, 2 axes principaux se dégagent et nous scinderons notre émission en 2 parties pour parler tout d'abord des kinés comme nouveaux ingénieurs de la rééducation, on définira un petit peu les termes, mais ce qu'on entend par ingénieur de rééducation. Et puis une deuxième partie consacrée à des modèles innovants d'action collective. Alors, sans occuper davantage le terrain, donc les kinés, nouveaux ingénieurs de rééducation, nous allons présenter le parcours de 3 kinés qu'on a qualifiés d'ouvreurs qui ont reçu ou participé à la conception de leurs solutions thérapeutiques. Et nous évoquerons avec eux leur source de motivation, c'est-à-dire ce qui les a amenés vers ces orientations et quel a été le déclic et leur projection générale, actuelle ou future. Alors, première question à tous. Quelle est selon vous la définition d'ingénieur et considérez-vous que ce terme se prête au métier de kiné? Et pour aller plus loin, comment définiriez-vous un thérapeute pilote? Alors, je laisse la parole peut-être Gilles Rousset, une petite... Oui, merci Nathalie pour cette question. Donc c'est important effectivement de bien définir les termes en introduction de cet échange. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien mettre en exergue, c'est que le terme d'ingénieur n'a pas la même connotation d'un pays à un autre. C'est vrai qu'on parle d'ingénieur dans les pays anglo-saxons, c'est un statut qui est vraiment bien particulier, un véritable grade, alors qu'en France, par exemple, le statut d'ingénieur aujourd'hui, c'est un niveau Bac plus 5. Voilà. Donc vous avez un niveau Bac plus 5, vous pouvez avoir le titre, si votre entreprise décide de vous accorder le titre d'ingénieur, vous pouvez mettre sur votre carte de visite que vous êtes un ingénieur. Or, qu'est-ce qu'on constate? Déjà d'une part, la loi a évolué, notamment pour les kinés, puisque depuis quelques mois a été voté le fait que le statut des kinés, le grade des kinés évolue vers un niveau master aujourd'hui. Voilà, avant c'était Bac plus 4, maintenant on est sur un niveau Bac plus 5. On constate également que les compétences des kinés évoluent également. On parle de plus en plus de diagnostic, de raisonnement clinique dans les formations notamment. Donc voilà, concrètement, on peut dire que le statut du kiné, il évolue d'un grade entre guillemets de technicien, c'est-à-dire celui qui exécutait finalement les consignes
les souhaits du médecin à un statut d'ingénieur qui va davantage analyser, diagnostiquer et orienter le patient vers telle ou telle application thérapeutique. Donc finalement, d'ailleurs, il y a même des formations au niveau Bac+5 aujourd'hui qu'on appelle Master Ingénierie de la rééducation, que de bon nombre de kinés ont déjà eu l'occasion de faire. Donc voilà, on voit vraiment cette évolution. Et finalement, le parallèle qui est intéressant à faire, c'est qu'aujourd'hui, un ingénieur, quel que soit le domaine de pratique, finalement, il participe à l'amélioration de ces outils finalement, avec lesquels il travaille. Il travaille, par exemple, il va collaborer avec une société informatique qui lui développe ses codes pour, par exemple, traiter du signal. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc il n'y a pas de raison finalement que le kiné, en tant qu'ingénieur de la rééducation, ne participe pas finalement à l'amélioration continue des outils avec lesquels il bosse, tout simplement les outils de physiothérapie, les machines, les plateformes motorisées. Voilà, ce sont des exemples d'outils avec lesquels va travailler le kiné. Et dans cette logique, c'est quelque part normal aussi que le kiné ait son mot à dire et intervienne dans l'évolution de ce matériel. Donc, on voit même que les kinés vont jusque finalement à développer leur propre concept. On a 2 excellents exemples sur le plateau. On a également pu échanger avec Paul qui a travaillé avec une solution qui a été un des tout premiers à bosser avec également. Donc voilà, ce sont vraiment des choix et quelque part on peut dire que les kinés jouent vraiment ce rôle d'ingénieur de la rééducation à travers ces exemples. Et puis, alors le thérapeute pilote, c'est autre chose. On est sur un terme un peu différent, mais finalement, c'est une version encore plus évoluée, je dirais, de l'ingénieur de la rééducation. Finalement, c'est un thérapeute qui va sentir avant tout le monde que il y a quelque chose à jouer avec une nouvelle découverte, une nouvelle évolution technique. Le cas de la réalité virtuelle, par exemple. Finalement, il va quelque part, par le fait de sentir justement ces possibilités, ces opportunités avec cette nouvelle technologie, il va déjà pouvoir évaluer son efficacité, puis surtout il va se l'approprier, il va développer finalement tout un tas d'applications potentielles, des protocoles, des traitements pour telle ou telle pathologie, et il va être capable finalement de partir d'une innovation technique pour en faire un vrai plus, on va dire, pour la prise en charge des patients en cabinet. Donc c'est ça le thérapeute pilote, c'est vraiment celui qui va être capable de prendre en main une innovation et puis d'en faire quelque chose qui va devenir incontournable avec le temps. C'est ce qui s'est passé avec la TCAR, c'est ce qui est en train de se passer avec la réalité virtuelle et puis avec d'autres choses qui vont arriver sur le marché prochainement. Alors, merci Gilles. Alors justement, ça tend la perche à Franck Cassaban. On rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute et président fondateur de la société Virtualis. Donc Gilles vient de parler de réalité virtuelle. Et vous, avec Virtualis, vous proposez des protocoles de rééducation en réalité virtuelle. Alors, avant de répondre à la question commune qui vous est posée à tous, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Virtualis? Alors, on développera un peu plus tard les détails plus loin dans l'émission. Mais déjà nous présenter brièvement... Virtualis, et nous donner vos définitions. Oui, donc vous m'entendez, c'est bon ? Tout à fait, très bien, parfait. Parfait. Donc Virtualis, on est avant tout une société de kiné, donc ça c'est important à souligner. Donc moi-même fondateur, mais on a aussi au sein de la société 3 kinés un ergothérapeute aussi. L'idée, ça a été de proposer de la réalité virtuelle pour les cabinets de kinésithérapie et les centres de rééducation. Donc au début, les troubles de l'équilibre, et puis maintenant toute la rééducation fonctionnelle, et puis même en allant plus loin maintenant, puisqu'on a développé une plateforme motorisée qui sert à la fois de bilan et de rééducation, donc de l'équilibre des membres inférieurs, du sportif. Voilà un petit peu la genèse de Virtualis. D'accord. Et donc, comment vous entendez le terme thérapeute pilote? Est-ce que vous... Quand j'entends parler de pilote, je me dis que je dois être un bon pilote, en fait. Faudrait que je me recycle. Non, c'est tout à fait ça. C'est un besoin d'abord auprès des patients, pour moi. Et puis, effectivement, en bidouillant un petit peu, voir les masques de réalité virtuelle arriver. J'ai commandé un masque d'essai, j'ai testé sur moi d'abord avec des démos qui existaient, qu'on pouvait télécharger gratuitement. Et puis, on se rend compte que la technologie... ce genre d'innovation technologique peut tout à fait être mise au service de nos patients finalement, puisque c'est la finalité, et rendre service et vraiment parfois même changer la vie des patients. Donc dans le processus, c'est adopter une technologie. Alors ça peut être le laser, ça peut être la TCAR comme il disait, et l'utiliser pour pouvoir mieux prendre en charge ces patients.
Alors, merci beaucoup. Julien Alexandre, donc vous, on rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute à Saint-Imier, donc dans le 38, créateur du concept PhysioStretch et fondateur de la société éponyme en 2010 avec des fabricants. Et donc, c'est une machine pour l'auto-étirement. Alors, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu le concept de PhysioStretch et nous dire comment ces définitions de thérapeute pilote résonnent pour vous. Alors, PhysioStretch, ce sont des produits d'aide à l'auto-étirement. Voilà, parce qu'on a créé ça il y a 12 ans entre collègues kinés pour faciliter l'accès à l'étirement de nos patients. Et puis, fort de son succès, juste autour de notre cabinet avec nos patients, on a passé l'étape de le faire, de l'industrialiser et de le vendre avec un site internet et une société. Mais c'est purement du produit pour aider et les patients et les kinés, parce qu'il y a les cabinets, mais il y a aussi les particuliers, pour faciliter l'étirement, où on avait constaté que c'était pas forcément évident d'expliquer aux gens l'étirement pour faire chez eux ou pour faire dans certaines situations au cabinet, notamment sur toutes les chaînes, et que le produit nous mâchait énormément le travail et mâchait beaucoup le travail aux patients. Alors, très concrètement, il s'agit de machines, de gros appareils, ou, je ne sais pas, un élastique peut me servir à m'étirer. Je crois que c'est un peu plus gros ce que vous proposez, juste pour qu'on situe un petit peu quand même. Après, on ira voir sur votre site, bien sûr. En soi, on a besoin de rien pour s'étirer. Mais des fois, il y a des produits qui c'est plus simple et c'est plus agréable. Et on est tous un petit peu feignants, alors quand ça nous mâche un petit peu le boulot et que ça le fait, c'est plus confortable, et on est plus motivé, donc on veut se motiver nous et les patients à faire l'étirement. Alors c'est une petite table extrêmement simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'hydraulique, c'est purement de la mécanique simple. Voilà, avec deux plans qui bougent. Les personnes, si elles veulent en savoir plus, vont juste sur physiostretch.fr et vont voir d'une simplicité, parce que je pense que vous, comme moi, tout le monde aura compris en 30 secondes le système. Donc c'est relativement assez simple, ça fait 18 kilos, c'est pas du tout de la grosse machine. Voilà, c'est relativement assez basique, mais ça n'existait pas. Voilà, c'est ce que quand on a échangé, vous m'avez dit, en fait, ça paraît idiot, mais ça n'était pas disponible sur le marché, c'est ça? Non, à l'époque, ça n'existait pas. Voilà, aujourd'hui, il y a des produits d'étirement qui sont arrivés sur le marché, qui sont des produits de grosses marques, qui sont très bien, je les ai tous essayés, sauf qu'on a affaire à des produits qui sont 2 à 3 fois le prix que nous on propose, et puis qui font 200 kilos, et qui sont principalement pour un muscle, pour une chaîne, donc c'est ce qu'on trouve dans les salles de gym. Voilà, là on est dans un produit léger, beaucoup moins cher, et qui propose plein d'exercices tout de suite, et beaucoup plus d'étirements. Voilà, ça, chacun y verra son intérêt. En tout cas, peut-être pour les grosses salles de gym, les grosses machines peuvent avoir plus leur place. Mais chez le particulier ou chez le kiné ou chez la petite salle de gym, notre produit a toute sa place. Voilà. Donc, vous avez apporté cette nouvelle solution. Je passe à Paul Marguin. Donc, vous êtes masseur kinésithérapeute en libéral depuis 2017, oui, dans un cabinet de la région lyonnaise qui compte 3 kinés et un ostéo. Et ponctuellement un préparateur physique, si j'ai bien retenu. Votre spécialité, vous, c'est la kiné du sport. Kiné du sport, c'est ça. Course à pied, trail principalement principalement course à pied, oui. Après je touche un peu à tout, ça dépend vraiment du besoin du patient. Des fois je suis contacté pour du foot ou du volley ou du handball, peu importe. Comment vous définissez-vous du coup, le terme d'ingénieur? Le kiné peut-il être ingénieur ou ingénieux ou comment? Alors, j'ai bien aimé la définition de Gilles qui revenait un peu à la base du bac plus 5, que je trouve bien défini au final. Après, on m'a expliqué une fois, parce que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que c'était un ingénieur, puis j'entendais ce mot un peu partout. On m'a dit que l'ingénieur, c'est celui qui trouvait une solution à un problème. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez pertinent dans ce genre de cas aussi, où en fait, on a des patients qui présentent un problème, que ce soit physique, mental, peu importe, et nous, on est tâché de leur trouver une solution, que ce soit avec nos mains, avec des étirements, avec une machine X ou Y. Voilà, donc j'ai apprécié cette définition de Gilles, que je peux me permettre de compléter, et voilà. Mais merci à tous les 4 parce que moi j'avais une vision assez réductrice. Moi, l'ingénieur, c'est celui qui sortait d'une école d'ingénieur et il pouvait faire du génie mécanique, du génie civil, des ponts, des chaussées. Donc du coup, je crois qu'on peut. Je me permets même d'ajouter un petit détail, mais quand on écoute Franck ou Julien,
on se rend même compte qu'ils vont au-delà, parce qu'ils sortent même de leur métier, ils vont aller piocher dans la technique. Je pense que Julien a dû, dans le développement de ces machines, justement travailler avec des spécialistes du métal, ou enfin voilà, de la conception d'appareils pour développer ces machines. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'ingénieur. L'ingénieur, mais au sens large. Donc, alors, merci pour cette petite remarque très pertinente, du coup, qui tend aussi la perche, qui annonce ma question suivante. En tant que kiné, quelle est votre perception générale de la technologie dans l'exercice quotidien de votre métier et jugez-vous que la communauté de kinés est suffisamment ouverte et prête? Alors, peut-être, Paul, vous commencez? Alors, je vais me permettre de commencer, du coup. Là-dessus, j'ai un avis qui est assez tranché pour ma part. Je trouve qu'on a une communauté qui est assez fermée sur les nouvelles technologies et sur le fait d'aller mettre un peu la main à la pâte pour trouver des solutions à des problèmes qui existaient déjà avant. On avait déjà des solutions qui marchaient plus ou moins. Et dès qu'il faut aller trouver un peu autre chose, on n'aime pas trop sortir de notre zone de confort. Et du coup, voilà, je trouve qu'on a une communauté de kinés qui à la fois est prête à aller à 200% dans le futur et à la fois qui est très réfractaire encore dans des techniques qu'on utilise depuis 30 ans ou plus, même parfois. Voilà. Oui, vous me disiez qu'en vrai, on a une communauté finalement qui est très hétérogène, très disparate. Ouais, on a une communauté qui est vraiment très dispersée, quoi. Au final, on n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux actuellement, on passe notre temps à se battre un peu sur différents sujets comme ça. Alors tous les deux, Franck Assaban, votre perception générale de la technologie et la façon dont elle est perçue par vos confrères? Je suis tout à fait d'accord avec Paul. Effectivement, on pourrait couper en deux. Il y a des kinés curieux qui ont envie de se renouveler, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de trouver des solutions pour des problématiques de patients où les résultats ne sont pas forcément là comme ils aimeraient. Donc eux, ils vont vraiment aller chercher. Et alors c'est peut-être moitié-moitié, je ne sais pas la proportion. Et puis il y a d'un autre côté ceux qui, moi j'ai ma table, mes coussins, ça fait 20 ans que je fais ça, je vois pas pourquoi je changerais. Ça se comprend, c'est humain. Je pense dans tous les métiers, quand on amène quelque chose de nouveau, ça nécessite une gymnastique intellectuelle pour se l'approprier, comprendre comment ça fonctionne, essayer de trouver des moyens de l'utiliser avec tel ou tel patient, etc. Donc dès qu'on apporte quelque chose de nouveau, ça demande du travail en plus, de s'approprier l'outil et puis de redécouvrir un nouveau type de rééducation. Donc il y a ceux qui sont ouverts, qui ont envie d'aller de l'avant. C'est pas forcément les plus jeunes d'ailleurs, on le voit. On a des clients qui acquièrent de la réalité virtuelle à 2 ans de la retraite, mais qui sont toujours curieux, à l'affût et qui ont envie de chercher. Et puis il y a ceux qui veulent rester. Alors avec le temps, bien sûr, ça rentre. Et puis ça crée des phénomènes de mode. On l'a vu avec la TK, on l'a vu avec les ondes de choc, on l'a vu. Il y en a qui durent, il y en a qui durent moins. Mais voilà, je suis d'accord. On a une communauté qui est disparate et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Bon, en tout cas, la curiosité n'est pas âge dépendant. Julien, qu'est-ce que pas nécessairement. Julien, votre position par rapport à ça? C'est chouette parce que je suis totalement d'accord avec Paul et Franck. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. J'avais le même sentiment. Il se trouve que je suis assez curieux, donc quelqu'un qui viendrait me proposer un produit, je vais regarder parce que je serais curieux, je suis un peu ce que dit Franck, moi je vais plutôt quand même regarder. Il faut savoir, par exemple, on a un cabinet de groupe, donc on est quand même 8 kinés. Et quand on s'équipe d'une nouvelle technologie, il faut quand même avoir un consensus. Parce que moi, je peux être motivé, mais si j'en ai 7 autres qui ne sont pas motivés pour le produit, ça va freiner quand même le pas. Voilà. Mais sinon, non. De notre petit parcours, on s'intéresse quand même un peu à la technologie. Si ce n'est qu'on est spécialisé en ostéo-articulaire et que toute notre formation ostéo-articulaire qui progresse d'année en année nous apprend de plus en plus à faire avec de moins en moins. Et donc, il commence à avoir un décalage. Et de plus en plus, on le pense à notre environnement. On soigne de plus en plus les gens avec de moins en moins de matériel. Et peut-être que Paul et Franck, qui naviguent un peu, on voit bien cette tendance, qui est une tendance efficace et durable. On a du matériel au cabinet, mais c'est vrai qu'avec le cursus qui commence à gonfler après 22 ans d'activité et de formation, je réfléchirais à 2 fois avant d'acheter du matériel très technique et performant, parce que c'est vrai qu'on se débrouille de mieux en mieux avec la science internationale ostéo-articulaire qui fait des progrès considérables sur les analyses et les conseils.
Alors, Franck et Julien, par rapport à vos projets respectifs, c'est-à-dire Virtualis et PhysioStretch, est-ce que c'était une idée que vous aviez en tête au départ, lors de vos études ou de vos premiers exercices, ou est-ce que c'est venu avec le temps? Finalement, quel a été le déclic, on pourrait dire le point de bascule définitif pour vous? Moi, je me souviens que j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai pu aller au salon de la kiné dans les années 95-96, et déjà en me baladant dans les allées, j'avais déjà envie de créer un truc. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'était déjà un peu là dans mon coin de la tête, et puis j'avais vite compris qu'avec notre diplôme et notre savoir, on avait un petit pouvoir auprès du grand public à utiliser. Donc j'ai toujours ça eu en tête, mais le déclic est arrivé petit à petit plus tard, parce que j'ai fait d'autres choses. Voilà, mais le vrai déclic, c'est quand on a construit notre produit comme ça en bois avec un menuisier, et qu'un patient m'a dit un jour, c'est génial, où c'est que je peux acheter ça? Voilà, et ça a été quand même, j'ai nulle part. Et voilà, ça a été aussi le déclic pour répondre à la deuxième question sur ce sujet-là. D'accord. Merci, oui, très bien. C'est-à-dire que c'est pas du tout, c'est une table d'étirement, c'est pas un engin de torture pour s'écarteler dessus, rassurez-nous. Non, c'est une table d'étirement, et puis la motivation de la chose, c'est que l'étirement pour l'être humain, que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans, il faudra toujours s'étirer. Donc il y avait aussi cette idée-là en tête, c'est que l'étirement, c'est éternel. Donc on aura toujours besoin de s'étirer. Donc on ne se trompera pas à parler de l'étirement ou à proposer de l'étirement au corps humain, quel qu'il soit, que ce soit dans un cabinet de kiné ou à domicile ou autre. Franck, vous, l'émergence, merci beaucoup Julien. Franck, un petit peu, alors même question sur l'émergence de l'idée. En fait, j'ai toujours été un peu curieux à essayer de trouver des solutions à des problématiques. Et pour vous dire, mon premier dispositif, je l'ai fait avec un masque d'apiculteur, du fil de fer et du papier journal. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après, j'ai utilisé des lunettes 3D, des lunettes de réalité virtuelle existaient, mais ça coûtait 15 000 € le masque et ça marchait pas bien. Voilà, donc bon, j'ai commencé à bidouiller des solutions dans ma grotte, on va dire, dans mon cabinet. Et le déclic, ça a été vraiment l'arrivée de ces nouveaux masques de réalité virtuelle accessibles en termes financiers et très performants en termes d'utilisation. Et pareil, je faisais des conférences, je présentais mes travaux, et un petit peu comme Julien, c'est mes confrères qui venaient, qui me disaient mais tu peux me fabriquer un masque d'apiculteur? J'ai dit non, c'est un peu galère à faire. Et puis dès que j'ai commencé à présenter la réalité virtuelle, ils m'ont dit mais tu veux pas le vendre, ce truc-là, ça a l'air génial. Et ça s'est fait comme ça. Alors on précise juste quand même que la toute première application au départ c'était pour les troubles de l'équilibre, et en fait ça a été juste le point de départ, mais qu'aujourd'hui vous êtes sur tous les champs, c'est-à-dire que historiquement c'est là, donc peut-être expliquez-nous-le un petit peu. Le masque d'apiculteur, c'était même pour le mal des transports, pour réapprendre à des personnes à pouvoir lire à l'arrière d'une voiture, recréer le conflit où on ne voit pas la route. Mais par contre on subit des rotations. Donc oui, ça a commencé le masque des transports, troubles de l'équilibre, et très vite les masques de réalité virtuelle ont eu des trackers, donc ça permet de mettre des dispositifs au coude et de pouvoir travailler l'épaule, les membres inférieurs, etc. Et la techno a évolué, on peut se déplacer dans l'environnement. Donc on est passé de notre point initial à maintenant toute la rééducation, et même avec les machines, avec le sport et les membres inférieurs. Merci. Alors, quelle a été encore à tous les deux, pardon, je vous donnerai aussi la parole après Paul et Gilles, quelle a été votre source de motivation dans vos projets respectifs, et le moyen de sortir, est-ce que c'est le moyen de sortir d'une activité classique de kiné, la volonté d'entreprendre, alors vous venez un petit peu de le dire, d'exprimer votre intérêt pour la technologie? Qu'est-ce qui était le plus prégnant? Avec le recul, moi je pense que j'ai toujours eu besoin d'avoir un os à ranger, on va dire. Donc j'ai créé des tas de choses dont je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en fait j'ai fait que ma vie à créer des choses. Donc une fois que c'était créé, lancé, on recrée. Voilà, donc je crois que chacun a des profils différents, mais moi j'ai besoin de me lever le matin et d'être illuminé par plusieurs choses. Mais c'est qu'une question de profil, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais donc il y a cette table d'étirement et ces petits produits d'étirement PhysioStretch, mais j'ai eu d'autres choses. Voilà, bon, je suis coach et formateur en entreprise, c'est une autre voie que j'ai fait aussi, que je fais en parallèle.
Et je crois que dans mon quotidien, ça ne fait que me niveler vers le haut, d'être très actif et très acteur sur deux ou trois chemins, que de rester sur mon monochemin de kinésithérapeute libéral à mon cabinet. Donc, depuis les premiers jours, je suis persuadé d'avoir plusieurs chemins. C'est ça qui m'éclaire au quotidien. Merci. Franck, vous, c'était avant tout d'abord pour trouver une solution pour vos patients, avant que ça vous inspire, et votre source de motivation principale. Un petit peu le même profil que Julien, en fait. J'ai fait des études de kiné, j'avais 32 ans. Donc j'ai fait beaucoup d'autres métiers avant et j'ai toujours aimé changer, basculer, apprendre des nouvelles choses, tester des nouvelles choses. Et donc je pensais que kiné ça allait durer plus longtemps que ça, puisque là ça fait 2 ans que j'exerce plus. Au début je pensais pouvoir mener les deux de front, mais la société s'est trop développée, j'arrivais plus avec les voyages, etc. Mais voilà, je me suis pas dit tiens je vais monter une société. Je me suis dit tiens je vais apporter une solution aux patients et puis ça a pris le pas et puis je me suis dit bah tiens il faut le commercialiser effectivement et puis vu le succès et comment ça a pris ça a pris le pas et il y a toujours des nouveaux projets, voilà, la plateforme de rééducation qui est connectée à la réalité virtuelle, mais qui a demandé un processus industriel beaucoup plus long. Ça m'a pris 10 ans de R&D en parallèle. Voilà, c'est un peu le même profil que Julien, avec le besoin de se renouveler, de changer, de penser à des nouvelles choses et de tester plein de choses, de la curiosité intellectuelle en fait. Alors merci. Alors moi je vous propose de revenir sur le plateau réel, de quitter un tout petit moment la réalité virtuelle. Donc Paul, voyez-vous en tant que kiné des qualités particulières pour franchir le pas et transformer ces idées de thérapeute en nouveaux concepts? Est-ce une opportunité donnée à tous les thérapeutes selon vous? Alors ça c'est une bonne question parce qu'à mon sens il y a peut-être c'est ça. Il y a peut-être une recette un peu pour trouver ça. Dans un premier temps, je pense qu'il faut de la créativité, une espèce de curiosité que apparemment Julien et Franck ont eu pour créer des outils. Par la suite, il faut aussi beaucoup de courage, je pense, forcément, parce que le courage de se lancer, d'aller chercher un petit peu des nouveaux concepts qui ne sont pas forcément explorés. On va forcément se prendre des bâtons dans les roues par éventuellement des confrères ou éventuellement d'autres méthodes qui existent déjà. Il faut de l'argent, bien sûr, ça prend 10 ans de R&D, ça se paye. Notamment. Voilà, donc ça c'est 3 grosses qualités principales à avoir pour commencer. Après, donner à tous les thérapeutes, je suis pas sûr, je pense pas, à mon sens, il y a des gens qui vont être faits pour inventer ce genre de choses, qui vont pouvoir faire avancer la science, dans tous les corps de métier c'est un peu pareil, et d'autres qui seront peut-être plus doués pour suivre un petit peu, mettre en application, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un profil type qui permettra d'aller créer un objet ou un outil de ce style. Alors Franck et Julien, ça vous parle tout ça? Par quelle étape êtes-vous passés donc, dans le passage du concept vers une solution à industrialiser, et quel rôle ont pu jouer vos confrères et consoeurs dans la mise en œuvre de ce projet? On va commencer avec Julien, je crois que vous étiez 6 dans le projet, puis 3, puis que maintenant vous êtes tout seul, c'est ça? C'est exact. Les étapes, c'est... Moi, j'ai toujours progressé en groupe, jamais tout seul. Donc, c'est quand même la vie du groupe et la vie de bien s'entourer qui donne l'énergie et l'envie de le faire. Donc quand on a plusieurs kinés comme ça qui se disent on va faire ci, c'est bien, et puis qu'avec la masse des patients... et qu'on essaye et que c'est bien, il y a que du bien, et ben ça donne envie de passer les étapes supplémentaires. Et une fois qu'on avait passé les étapes supplémentaires, les années passantes, c'est là qu'on se rend compte exactement ce qu'a dit Paul. Et déjà sur 6, il y en a que 3 qui ont voulu vraiment être acteurs, parce qu'il y a des engagements quand même. Et puis sur les 3, rapidement, il y en a 2 qui se disent non mais en fait ça m'intéresse pas, parce qu'il faut faire un peu de commerce, parce qu'il faut parler aux gens, parce que voilà, c'est une autre vision du métier de kiné. Et il y en a qui décrochent parce que c'est pas leur truc. Et ils ont bien raison, hein, ils ont bien raison d'être que ça pas leur truc, et ils ont bien raison de se dire c'est pas mon truc. Voilà, sauf que voilà, donc c'est pas, peut-être Paul a répondu un peu à la question, c'est pas donné à tout le monde. Moi ça m'amuse, je trouve ça, j'ai jamais rencontré autant de confrères et puis d'autres professionnels de santé depuis que j'ai aussi cette table d'étirement et autres. Donc voilà, je suis allé dans des grands clubs de sport, on m'a invité à droite à gauche, donc vous voyez, c'est que des rencontres et que du positif à ce jour. Et je suis toujours motivé de continuer l'aventure pour le moment.
Eh bien, merci à tous les quatre donc, pour cette première partie. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission, des modèles innovants d'action collective, après un petit spot de l'UNIM, notre partenaire pour ces émissions des Mardis de la Santé de l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Merci d'être resté avec nous. Alors maintenant que nous avons largement évoqué les initiatives et les démarches personnelles, voyons comment fédérer autour des idées. Alors notre deuxième partie, des modèles innovants d'action collective, avec comme objectif de présenter différents supports et dispositifs par lesquels les kinés peuvent assouvir leur passion de pilote. Et puis la présentation du réseau de thérapeutes testeurs KinéMaster T, donc avec Gilles, en parlant de l'intérêt de l'aspect participatif autour de l'évaluation des solutions qui existent ou l'aide à la conception de solutions qui n'existent pas encore. Alors, question aux 3 kinés sur le plateau et à distance. Donc, les kinés sont-ils, selon vous, suffisamment armés pour identifier les innovations technologiques et évaluer leur pertinence? Je commence avec vous, Paul. C'est parti, on y va. Alors, les kinés sont-ils suffisamment armés? Non. Je pense clairement que non en soi, parce que quand on sort de l'école, déjà on n'a pas tous la même formation selon les régions, donc on n'est pas tous ouverts aux mêmes pratiques, on n'a pas eu tous les mêmes profs, ni les mêmes programmes. Donc en fait, on ne va pas avoir les mêmes a priori sur une méthode ou une autre. On va peut-être préférer une technique Mackenzie ou une technique à base de physiothérapie. Voilà, donc on a quand même une disparité encore une fois chez les kinés. Et après, ça dépend de la curiosité de chacun, je pense. Donc après, voilà, c'est les acquis qu'on va travailler au fur et à mesure. Il y a des gens qui préféreront rester sans technologie versus d'autres qui vont pouvoir avancer avec. Ouais. Julien, est-ce que selon vous, vos confrères sont suffisamment armés pour identifier les innovations technologiques? En fait, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on voit des êtres humains toute la journée, qu'on peut leur faire tester les produits, et que je dis toujours ça, moi, c'est pas la technique ou la technologie qui m'intéresse, c'est de savoir ce que me racontent les patients. Et quand il y a une technique que j'ai appris ou une technologie que j'utilise et qu'il n'y a que des retours positifs des patients, pour moi, ça valide. Et puis surtout qu'on est dans un cabinet de groupe, donc il y a plus de retours, plus d'avis. Et donc quand il y a X kinés dans un cabinet de groupe qui utilise cette technique-là et que les patients sont super contents, ça marche bien, ça me plaît bien, ça marche bien, et ça valide un petit peu les choses. Et je trouve que c'est la répétition de l'utilisation d'une technique ou d'une technologie avec nos patients qui va nous orienter et nous basculer dans adhérer à quelque chose ou renoncer à quelque chose. Parce qu'il y a des fois, on nous a présenté des choses, où on a fait des choses, bon, on avait plutôt un avis moyen, et puis d'autres, on était totalement emballés. Donc le fait de voir beaucoup de monde et régulièrement permet d'asseoir sa technique et certaines technologies, oui. Merci. Franck, votre avis sur la question? C'est pas une question simple. Est-ce qu'ils sont suffisamment armés pour identifier les innovations, évaluer leur pertinence? À la base, oui, parce que, comme le disait Julien, la finalité, c'est quoi? C'est le résultat pour le patient. Et n'importe quel kiné est capable de voir si le patient va mieux, plus vite, plus durable, moins de séances, moins de temps de rééducation, ou pas. Alors après, effectivement, Paul, il y en a qui vont jouer le jeu et qui vont tester et qui vont... Je pense que c'est plus une question de motivation qu'une question d'être armé, puisque finalement, pour évaluer une innovation ou un outil, il n'y a pas besoin d'être ingénieur soi-même. Il suffit de voir les résultats que ça fait sur son patient, tout simplement. Alors Gilles, je me tourne vers vous. Peut-on faire un parallèle avec le monde du sport? Quelque part, oui. Je vais reprendre je vais m'appuyer un peu sur ce qu'a dit Paul en tout début de la question.
Finalement, ce qui va faire la différence, on va dire, dans le monde du sport, c'est déjà votre formation de départ. On se rend compte qu'en formation, si vous venez d'un cursus universitaire, vous allez tâter un petit peu plus de technologie et d'outils que si vous venez d'une formation qui est plus fédérale, on va dire, où voilà, vous manipulez plutôt les plots, les coupelles et puis les ballons, on va dire, même si l'utilisation des deux se complète, bien évidemment. Et puis l'environnement dans lequel vous évoluez, forcément, si vous évoluez à très haut niveau avec des athlètes olympiques, vous allez avoir beaucoup plus de matériel à disposition que si vous travaillez dans un petit club, et forcément, vous n'allez pas vous poser les mêmes questions et vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs. Donc déjà, ces éléments, ces deux points, formation et environnement, vont faire que vous allez être plus ou moins armé aussi pour vous intéresser à la techno. Alors, encore Franck et Julien, quelles sont selon vous les limites du profil du kiné dans la conduite de quel projet, et quelles sont selon vous les compétences indispensables à aller chercher en formation, qu'est-ce qu'on doit externaliser auprès d'autres spécialistes? Franck? Alors, j'ai un exemple en fait. Je pense que quand on est kiné, c'est un métier qu'on a appris, qu'on fait bien de préférence. Chef d'entreprise, c'est vraiment autre chose. Et alors moi, encore une fois, j'ai eu la chance de travailler une dizaine d'années en entreprise avant, à gérer des marges, à gérer des budgets commerciaux. Donc la bascule n'est pas forcément évidente. Et j'ai l'exemple d'une société qui faisait aussi de la réalité virtuelle, qui s'est montée à peu près en même temps que nous, un petit peu après. Où la fondatrice était juste pure kiné, elle n'avait pas travaillé en entreprise, elle n'a pas tenu bien longtemps. Ça s'apprend aussi à gérer une entreprise, ça s'apprend à gérer des marges, à gérer des coûts, à voir des fournisseurs, à faire du commercial, à se mettre en avant, à aller parler de son produit, voilà. Donc je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'on peut avoir une super idée, si on ne sait pas la vendre, on n'y arrivera pas. On peut avoir le meilleur produit du monde, si on ne sait pas le vendre, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, malheureusement, si on sait très bien vendre, on peut vendre un produit qui est peu efficace ou peu pertinent. Donc voilà, c'est l'aspect commercial. Je pense que Julien nous en dira. Alors je crois que Julien, ça l'interroge aussi. Mais moi j'avais déjà cette casquette avant, donc ça explique aussi pourquoi ça a bien fonctionné. Voilà, je pense que externaliser, c'est se former en gestion d'entreprise, en management, parce qu'après, le plus difficile, c'est toujours gérer les collaborateurs. Gérer le management, gérer comment vendre un produit, comment le mettre en avant, comment voilà, ces aspects-là, parce que encore une fois, on peut avoir la meilleure idée du monde, il faut passer l'autre cap. Julien, ça vous interroge ça? Dites-nous. Oui, les limites, ça reste quand même des limites d'engagement et de temps, parce que dans mon expérience, malgré tout, je suis quand même kinésithérapeute libéral et qu'on s'occupe des patients. Donc basculer dans ce que racontait Franck, où il a tout à fait raison, et basculer là-dedans à un moment donné, c'est pas toujours tout compatible avec notre quotidien de praticien de santé. Alors les compétences, tout ça et tout, il suffit quand même souvent de bien s'entourer. Bon, je suis parfois bien entouré, mais ça fait pas tout. Et voilà, entre l'argent que ça peut représenter, le temps, la technologie de la communication et de la force de vente, c'est quand même des autres sujets. Et donc là-dessus, nous, on a eu des faiblesses indéniables. Et donc, ça ne s'improvise pas, en fait, de vendre un produit, si tant est qu'il soit bien. Et il n'y a pas que Internet. Et voilà, il y a toute une infrastructure derrière. Et je vois que Franck a fait le choix rapidement de se consacrer 100% à son produit parce que pour des bonnes raisons. Voilà. Et lui, c'est son choix, il a bien eu raison de le faire. Moi, je ne me verrais pas me consacrer 100% à mon produit parce que je ne me verrais pas arrêter mon activité libérale. Donc c'est un peu du compromis. Et du coup, le compromis fait que certainement, je n'ai pas la même vitesse de croisière que le produit Virtualis, par exemple, et pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Merci. Paul, je reviens sur le plateau. À titre personnel, quels sont les principaux critères qui vous incitent à choisir, même avant tout le monde, telle ou telle technologie? En vous demandant de faire une réponse brève, puisque je crois qu'on explose un petit peu les compteurs. Alors, pour moi, au niveau du principal critère, ce qui m'intéresse, c'est avant tout que ça soit, alors c'est un peu à la mode, mais que ça soit EBP. L'Evidence-Based Practice, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet de justifier notre pratique et d'avoir un aspect crédible dans la matière.
Donc ça, c'est pour moi un des principaux facteurs. Après, j'aime bien aussi les trucs qui sortent un peu des fagots. J'aime bien faire ce que personne ne fait. Et j'aime pas faire ce que tout le monde fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors Gilles, je voulais juste ajouter, parce que c'est intéressant de parler de BP justement, parce que dans les échanges des fois qu'on peut avoir avec les jeunes kinés, ce que je remarque, c'est que bien souvent le BP c'est avant tout la recherche scientifique. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, etc. On oublie aussi que le BP de temps en temps c'est le terrain. C'est ça. Julien en a parlé, c'est le retour des patients. Est-ce que les patients c'est un mélange de trois choses avec la composante aussi psychosociale. Exactement. Donc et ça justement il ne faut pas l'oublier, et c'est d'où l'importance aussi en plus des études scientifiques, quand même, de voir ce qui se passe sur le terrain, parce que un cabinet, ce n'est pas un laboratoire, ce n'est pas qu'un laboratoire. C'est deux contextes différents. Bien sûr. Aussi. Alors, je switch un petit peu de sujet, mais vous avez participé à la mise en place du réseau Kiné Master T, qui est une initiative clinique médico-sport. Pouvez-vous redéfinir en quelques mots le principe et le mode de fonctionnement, et en quoi cette initiative est réellement pertinente pour la communauté de kinés que vous animez? Déjà, rapidement, oui, cette initiative, elle s'inscrit un peu dans le contexte clinique médico-sport, où on essaie justement un petit peu d'agiter le monde de la physio en proposant de nouveaux concepts, en essayant d'aller vers de nouveaux phénomènes. Et justement, cette idée derrière le concept Kiné Master T, c'était justement de monter un réseau en fait, de thérapeutes testeurs volontaires dont les missions sont avant tout d'évaluer les solutions technologiques dans un contexte réel de cabinet, qui se voudrait justement complémentaire à une approche qui soit plus scientifique menée en laboratoire. Voilà. Nous, on est vraiment sur du terrain, on va dire, sur une approche de terrain. Donc on a deux exigences vraiment dans ce qu'on essaie de mettre en place. C'est d'une part que les kinés soient volontaires pour tester le matériel, et puis d'autre part qu'ils nous fournissent une évaluation qui soit objective à partir de critères concrets, des tests qui peuvent être par exemple mis en place. Et puis, en fait, nous, le but, c'est vraiment de monter une initiative qui soit pertinente pour permettre aux kinés, justement, de faire, on en parlait tout à l'heure, de l'amélioration continue, d'une part, et surtout sans risque de conflit d'intérêt, puisque quelque part, on joue aussi le rôle d'intermédiaire entre le fabricant et le thérapeute, ce qui évite pour des thérapeutes, justement, d'être en contact direct. Certains peuvent être réticents, justement, donc nous, on permet de faire le lien dans un premier temps, et puis on permet aussi à des fabricants, justement, de pouvoir avoir un peu de visibilité pour des boîtes qui se lancent et justement qui aimeraient faire connaître leurs solutions auprès des thérapeutes. Et puis surtout, on va travailler sur vraiment la redéfinition de l'utilisation de la solution, sur l'offre également, de manière à ce que ça puisse vraiment coller avec les besoins des thérapeutes, d'où l'importance justement de les impliquer dans ces tests. Et puis ça permet aussi de les rapprocher entre eux et puis de créer une sorte de plateforme d'intelligence collective. Merci beaucoup. Alors le temps passe décidément trop vite avec vous quatre, puisque notre émission touche pratiquement à sa fin. Donc je vais faire un petit tour de table de conclusion pour demander à chacun de vous votre take-home message. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de cette émission? Comment vous avez envie d'inciter vos confrères à se lancer ou pas? Franck, votre message Un petit message très bref, effectivement. Quand on a une bonne idée, quand on se dit que ça va fonctionner, que ça va rendre service aux patients, si on est capable de le faire soi-même et on a des compétences et d'envie. Moi, comme le disait Julien tout à l'heure, j'ai pas pris une semaine de vacances pendant les 5 premières années. Donc il faut se retrousser les manches. Soit l'idée, c'est de pouvoir s'associer, de trouver les bonnes personnes qui vont venir à côté et qui vont pouvoir, il ne faut pas oublier cet aspect-là, le mettre en avant. Et ensuite, c'est la première étape de création d'entreprise. Et ensuite, c'est de l'avis de tous les professionnels de santé, tous les kinés, qui vont enrichir l'outil et qui vont venir en collaboration, en fait. Et le développement collaboratif, c'est la base des solutions, en tout cas pour la rééducation, à mon sens. Plus on va avoir de retours, et plus pertinent et meilleur sera notre outil. Merci beaucoup. Julien, votre petit message final? C'est le message que je vais donner aux stagiaires kinés, que le métier de kiné, ça peut être un métier totalement pas passionnant du tout, on peut s'embêter à mourir, et ça peut être monotâche, comme ça peut devenir extraordinaire, et que la diversification de l'activité, la formation permanente, la curiosité et l'ouverture, que ce soit par la formation, que ce soit autour des produits, je pense que c'est un super chemin pour s'éclater dans son métier, et parce qu'on a des énormes portes qui sont devant nous par rapport à notre compétence et par rapport au corps humain, parce que on a un pouvoir guérisseur
qui est quand même de plus en plus important, qui ne fait qu'évoluer, et autant s'en servir. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre passion. Paul, votre petit message de fin? Alors mon message, c'est ce que je mets aussi chez mes stagiaires en général, c'est ce que je leur raconte à la fin, c'est restez curieux et baladez-vous dans ce qui existe et apprenez, avancez, et il ne faut jamais arrêter sur ses acquis, ce qui serait dommage. Gilles, je vous laisse le mot. Moi, je vais insister vraiment aussi sur ce point-là, sur la curiosité, l'ouverture d'esprit. C'est vraiment ce qui fait le commun justement des thérapeutes pilotes. Et ça les amène justement, ça les amène à tester de nouvelles solutions. Donc, nous, on est ravis au quotidien de travailler avec ce profil de thérapeute. Donc, si vous avez aussi envie de tester des solutions et de participer à ces aventures-là, n'hésitez pas à rejoindre KinéMaster T. Merci beaucoup à tous. Notre émission L'émergence des thérapeutes pilotes touche déjà à sa fin et je crois qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Mais comme nous sommes au terme, il me reste à vous remercier. Donc vous qui nous avez suivis, vous quatre qui avez participé, notre partenaire l'UNIM. Cette soirée donc visait à décrypter ensemble avec nos invités les enjeux et donner les clés de compréhension. Alors, oui, mais bien sûr. Donc, j'annonce, avant de donner la parole à Aude, qui trépigne d'impatience, puisqu'on va vous rejoindre pour l'atelier de l'UNIM. Mais donc, j'annonce notre prochain sujet, qui sera très polémique, la vente en cabinet, entre interdit et opportunité. Donc, reconnectez-vous, rejoignez-nous. Et bien sûr, donc après vous avoir tous remerciés, la soirée n'est pas terminée. Et je laisse à présent Aude vous faire un petit teasing de l'atelier qui vient. Et oui. Je voulais faire le lien avec ce que disait Gilles, rester également curieux sur vos conditions d'assurance. En effet, les besoins en termes de prévoyance sont des besoins à évaluer régulièrement dans le temps, et notamment quand il y a des changements de loi, comme ça a été le cas cette année. Et donc, rejoignez-nous sur l'atelier de ce soir, 10 à 15 minutes d'échange avec nos correspondants afin de vous expliquer comment cette loi va vous impacter en termes de protection sociale. Voilà. Eh bien, merci Aude, merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau mardi de la santé de l'UNIM. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.